C'est le grand titre de l'actualité ce mercredi 21 février. À l'occasion des 80 ans de son exécution, le résistant Missak Manouchian entrera au Panthéon accompagné de son épouse Mélinée. Une plaque gravée avec les noms de ses 23 compagnons d'armes de l'affiche rouge sera déposée sur son tombeau. Juifs, hongrois, polonais, arméniens, communistes, ils ont donné leur vie pour notre pays. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours Emmanuel Macron au quotidien communiste L'Humanité. Une façon, je cite, de faire entrer toutes les formes de la résistance intérieure, dont certaines trop longtemps oubliées. Et justement, donc pour en parler, nous sommes avec Jean-Pierre Sakoun, président du mouvement Unité laïque, qui a longtemps plaidé, je l'ai dit, pour l'entrée au Panthéon de ce résistant arménien, avec pour les nommer Katia Guiragossian, la petite nièce de Mélinée et de Missak Manouchian, et aussi l'historien Denis Péchanski. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'est la première fois qu'une figure de la résistance communiste et étrangère entre pour l'éternité dans le temple des grands hommes et des grandes femmes de la nation. On va en parler, mais je crois que vous étiez d'abord hier déjà à une cérémonie au Mont-Valérien, une cérémonie qui était très émouvante, je crois. Absolument. Au Mont-Valérien, hier, s'est produit une cérémonie assez rare qui n'a eu lieu non pas au Mont-Valérien, mais dans un autre mémorial que pour Jean Moulin en 1964, consistant à, avant l'entrée au Panthéon, à donner un magnifique éloge à un résistant à l'endroit où sa mémoire est cultivée depuis toujours. Et il ne faut pas oublier que Missak Manouchian a été fusillé au Mont-Valérien. C'est le premier fusillé du Mont-Valérien qui rentre au Panthéon. Et vous l'avez dit, premier communiste, premier ouvrier, premier étranger. Et donc, son arrivée au Mont-Valérien, qui est finalement le lieu de la mémoire combattante des gaullistes, est une manière de réconcilier définitivement notre histoire. Nous sommes passés de la mémoire à l'histoire, et ce communiste, le corps de ce communiste a passé la nuit dans la crypte où sont les gaullistes. Et puis c'est intéressant, puisqu'on l'a dit justement, sa femme aussi, Mélinée, va entrer au Panthéon. Mélinée qui est aussi considérée comme une résistante. Oui, pas tout à fait. Bien sûr qu'elle est considérée comme une résistante, mais elle rentre au Panthéon comme Antoine Weil est rentré au Panthéon, c'est-à-dire qu'elle accompagne Missak. On aurait aimé que tous les Français en fassent autant que Mélinée pendant la guerre, mais ça n'est pas Mélinée et Missak ou Missak et Mélinée, c'est Missak accompagné de Mélinée. Je crois que c'est nécessaire de le dire par respect pour tous les résistants, pour toutes les femmes résistantes, en particulier pour celles qui auraient pu éventuellement accompagner Missak, qui était Olga Bancic. Oui. Et justement, c'est à Mélinée justement qu'il adresse sa dernière lettre, Missak Manouchian, à Fresnes en 1944, le matin de son exécution, puisqu'on sait qu'il va être exécuté à 15h dans l'après-midi. Et il fait plusieurs demandes à Mélinée justement, et ça c'est une lettre aussi qui est entrée dans l'histoire. Ça fait partie du personnage et ça fait partie de sa capacité à être le symbole de la résistance des étrangers. Parce qu'un symbole, c'est à la fois quelque chose de collectif et puis c'est porté par une personnalité. Et la personnalité de Missak, c'est tout ce que j'ai dit, mais c'est aussi celle du poète. Et on sait comment en France, il est très important que la littérature et l'héroïsme soient mêlés. Et d'ailleurs, Jean Moulin ne serait pas Jean Moulin sans le discours d'André Malraux au Panthéon en 64. Eh bien, Missak ne serait pas Missak sans cette lettre, et sans évidemment le poème d'Aragon de 1955. Et dans cette lettre, eh bien, on a un Arménien qui, au moment du plus grand trouble, celui de sa propre mort, s'adresse à sa femme arménienne et décide de lui écrire en français et de signer sa lettre Michel. Alors, est-ce qu'on peut rappeler justement qui était Missak Manouchian, ses actions, lui, cet orphelin qui a vu son père mourir, assassiné sous ses yeux pendant le génocide de 1915. On dit souvent que c'est un homme qui n'avait rien à perdre. C'est pas tout à fait vrai parce que c'est un homme pacifique. C'est un homme pacifique, c'est un homme qui aime la littérature, qui aime la poésie, qui s'engage dans l'art et qui aurait pu vivre une vie tranquille. Il était marié, il avait reconstitué un cercle d'amis, un tissu de relations étroites en France avec les milieux de l'art et avec les milieux communistes, et rien ne l'obligeait à s'engager. Et il avait tout à perdre, au contraire. Et cet homme, c'est un homme siècle. Moi, je dis souvent, hélas, un homme demi-siècle, parce que sa vie va de 1906 à 1944. Il meurt, il n'a pas encore 38 ans. Il a tout connu. Il a connu le génocide, il a connu l'internationalisme et la lutte contre le fascisme dans les années 20 et les années 30. Il a connu l'exaltation par l'art et la littérature. Et puis, il va connaître ce moment sombre et lumineux à la fois de la résistance. Et puis, face à sa propre mort, il va écrire ces deux lettres, d'ailleurs, puisqu'il en écrit une aussi à sa belle sœur armène, qui est très belle aussi.
ces 2 lettres qui marquent notre histoire. Dans sa lettre, il souhaite le bonheur et la paix qui viendra après la guerre à tous, sauf, je crois, à celui qui l'a dénoncé. Justement, on sait que Missak Manouchian et ses hommes ont été dénoncés. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, justement, sur ceux qui ont trahi ? Il y a eu une trahison de Davidovich qui a arrêté à la fin octobre, donc quelques semaines avant l'arrestation de l'ensemble du détachement MOI parisien, va donner des noms et va donner des fonctions. Mais en réalité, depuis 1 an, les détachements de la MOI parisienne sont suivis par les renseignements généraux, par la brigade spéciale des renseignements généraux, et en fait, ils savent tout. Hélas, c'est la police française, et ils savent tout. Oui. Donc, celui qui les trahit parce qu'il en dit un peu plus, mais qui n'est pas à l'origine de leur arrestation. Parce qu'ils sont aussi suivis, hein. Mais bien sûr. Sur toutes leurs actions. Tous et tout le temps. Au point même que la police s'abstient de les arrêter quand elle les voit agir et commettre des attentats, simplement parce qu'ils veulent tout le groupe. Donc, ils ne les arrêtent même pas à ce moment-là. Et quand ils décident du coup de filet, ils les arrêtent. On dit que l'ensemble du détachement FTP-MOI à Paris, à la fin 1943, représente à peu près 70 personnes. Ils en arrêtent 68. Ils les ont tous. Mmh. Et donc, Missak, dans sa lettre, dit « Je ne pardonne pas celui qui nous a trahis ». On sait, Davidovich. Et lui, Missak, à l'époque, ne sait pas que cette trahison est finalement relativement limitée par rapport à la manière dont ils ont été arrêtés. Et à ceux qui nous ont donné, c'est une clarté absolue. C'est la police française qui les donne aux nazis. Hein. Mmh. Alors, Missak Manouchian, on l'a dit, était un amoureux de la France, un amoureux des lettres. Il a plusieurs fois demandé la nationalité française. En vain, il ne l'a jamais obtenue. Pourquoi ? Eh bien, d'une certaine manière, par hasard. C'est-à-dire qu'il demande sa première naturalisation en 1933. En 1933, la crise de 29, qui est arrivée en 1931 en France, est passée par là, et Missak est au chômage. Par habitude, sous la Troisième République, par décision, on ne naturalise pas des chômeurs. Il aurait fait sa demande en 29, il aurait été naturalisé. Et en 1933, sa demande est accompagnée d'un avis favorable. Simplement, dans la mécanique administrative, ça devient négatif. Et il redemande, excusez du peu, sa nationalité française en janvier 40. Ça veut dire quelque chose quand même. Oui. Et en janvier 40, il a encore un avis favorable. Et puis, il y a la défaite. Et puis, voilà, tout ça se perd en cours de route. Et donc, il n'aura pas la nationalité française. Il restera cet apatride armé de son passeport Nansen, qui était quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais il restera donc profondément attaché à la France, qui était sa patrie d'accueil finalement. Alors, il y a beaucoup de critiques autour de cette panthéonisation. On dit qu'elle a lieu d'abord trop tard. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Est-ce que c'est un petit peu trop tardif selon vous ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le temps fait son œuvre. Et il est des histoires qui sont des histoires suffisamment complexes et suffisamment difficiles à comprendre pour qu'on ait besoin que la poussière de la mémoire retombe et que l'histoire s'instaure. L'histoire d'un résistant étranger, communiste, ouvrier, qui vient après les errements du Parti communiste français en 39-40, dont lui n'était ni responsable et dont il n'était pas responsable et qui ne soutenait pas par ailleurs, qui vient après l'antagonisme entre gaullistes et communistes sous la 4e République, qui vient après l'antagonisme profond entre gaullistes et communistes pendant la guerre d'Algérie, etc., font que il fallait que le temps passe. Et aujourd'hui, comme je vous le disais au début à propos de la cérémonie d'hier au Mont-Valérien, le temps est suffisamment passé pour que symboliquement, Missak passe la nuit dans la crypte des gaullistes au Mont-Valérien. 80 ans, c'est aussi très bien parce que au-delà, il n'y aurait plus ni de témoins ni d'acteurs de cette histoire. Aujourd'hui, ils ont pas loin de 100 ans les uns et les autres. Donc il en reste. Oui. Il était temps parce que dans 10 ans, il n'en serait plus resté. Alors, puisqu'on parle de critique, un mot de ses commentaires politiques. Éric Zemmour, qui a fustigé une manipulation concernant cette panthéonisation, qui laisse penser, je cite, que seuls les étrangers se sont battus pour la France et que c'est faux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr que c'est faux. Il n'y a pas que les étrangers qui se sont battus pour la France, mais personne n'a jamais dit ça, à part M. Zemmour. Donc, c'est pas le jour des polémiques, c'est le jour de l'unité nationale et du recueillement. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai lancé cette initiative il y a 3 ans, lorsque j'ai réuni le comité dont vous avez cité 2 des membres, il y en a eu d'autres, lorsque j'ai lancé cette dynamique,
j'ai obtenu le soutien de 2 régions françaises dont les présidents ont fait voter par leur conseil régional une motion à la faveur de mon initiative. Il s'agit de la région Occitanie avec Carole Delga et de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu un vote unanime, y compris le RN, sauf 4 voix, les 4 Zemmouriens. Alors, c'est pas le jour des polémiques, mais quand même, après Samuel, le petit-neveu de César Lucarini, Georges Dufaux-Epstein, le fils de Joseph Epstein, le colonel Gilles, a solennellement demandé à Marine Le Pen de ne pas se rendre à la cérémonie ce soir de panthéonisation de Missak Manouchian. C'est pas la place de Marine Le Pen, selon vous ? D'abord, ça n'est pas à moi de le dire. Deuxièmement, on est confronté à une aporie. Évidemment que c'est pas la place du RN d'être à un hommage aux résistants et a fortiori aux résistants étrangers quand on sait que le RN est le fils, même pas naturel, le fils avéré du Front National, dont l'un des fondateurs était un Waffen-SS français et l'autre un milicien, sans parler de ceux qui étaient à l'EAS et de ceux qui étaient dans les groupes d'extrême droite. Donc évidemment que c'est pas sa place. Mais, en même temps, il y a des institutions. Et il faut écouter les demandes des familles aussi, peut-être. On n'est pas dans le cas d'Elisabeth et de Robert Badinter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un deuil qui s'est produit hier ou avant-hier et dans lequel la demande de la famille est prégnante. On est dans le cas d'une célébration nationale. Et moi, je me tourne vers le pouvoir et je dis, que n'avez-vous, il y a 40 ans, quand c'était possible et nécessaire, fait interdire le Front National ? Aujourd'hui, il est là, il faut le combattre politiquement, et ça n'est pas en prenant des positions morales qu'on le combattra. Ça fait 40 ans qu'on essaie, et le RN est à 45% au présidentiel. Merci beaucoup Jean-Pierre Sakoun d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, président du mouvement Unité Laïque, donc pour parler de cette panthéonisation Missak Manouchian qui entrera au Panthéon ce soir à 18h30 avec 23 de ses compagnons. On en parlera aussi bien sûr avec Eva cet après-midi, puisque votre invité Eva sera... Ce sera l'historien spécialiste du communisme Sylvain Bouloc. Et bien à suivre dès 14h. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à vous à très bientôt. Et à ce soir au Panthéon. À très bientôt. Merci.